Bonjour mes chers élèves, avec vous le professeur Raja Mkhetar du lycée collégial Jamal Tin, l'académie L'Ayoun Saqiya Al-Hamra. Dans le cadre de l'étude des aspects dynamiques externes de la Terre, vous avez déjà étudié les 4 phénomènes qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires, à savoir l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Vous reconnaissez sûrement cette roche, c'est une roche sédimentaire de nature calcaire, mais elle contient des coquillages fossilisés. Vous avez souvent, bien sûr, on a toujours rencontré des roches contenant quelques fossiles sous forme de coquillages, de débris, etc. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un fossile. Les fossiles les plus célèbres que vous connaissez, ce sont les fossiles de dinosaures, les ossements de dinosaures, tout le monde les connaît, petits et grands. Les savants ont même pu reconstituer tout un squelette, comme vous voyez, un squelette de tyrannosaure. Donc notre sujet, ça sera les fossiles. On peut se poser les questions suivantes. Quelle est la définition d'un fossile? Comment on peut le définir? Comment se forme un fossile? C'est ce qu'on appelle le processus de fossilisation. Pourquoi les géologues s'intéressent-ils à l'étude des fossiles? C'est ce qu'on appelle la paléontologie, ça veut dire l'étude des fossiles. Observons ces images. Ces images représentent plusieurs variétés de fossiles. Vous pouvez constater qu'il y a des fossiles de nature végétale ou bien de nature animale. Donc ces fossiles peuvent être soit des parties dures, comme les ossements de dinosaures, comme vous voyez ici, les dents de requins. Ça peut être même des graines de plantes qui sont fossilisées, ou bien des coquilles, des carapaces, coquilles d'ammonites, carapaces d'oursins qui sont fossilisées. On appelle ça des parties dures. Ça peut être même un moulage. Donc, au lieu de trouver le reste d'un animal, on trouve seulement son moulage qu'on va voir après. Donc, les fossiles peuvent même être des empreintes ou bien des traces de vie biologique. Par exemple, on a ici la fameuse empreinte de pas de dinosaures. On a même les œufs fossilisés de dinosaures et on a des empreintes de feuilles de plantes qui sont gravées dans les roches sédimentaires. Ici, vous voyez des cas exceptionnels de fossiles intacts, à savoir le mammouth de Sibérie et les insectes qui sont emprisonnés dans une substance appelée ambre. C'est une résine sécrétée par certains arbres appelés conifères et qui emprisonne les insectes. Par le temps, va se durcir pour donner ce beau spécimen qui est un fossile, on peut dire un fossile qui est entier. Schématisons tout ça. Donc, comme vous voyez, les fossiles, ce sont des restes qui peuvent être des restes animaux ou bien des restes végétaux. Ces restes peuvent être d'organismes éteints, ça veut dire disparus ou non. Par exemple, si on considère le mammouth, c'est un animal qui est éteint, qui est disparu. Si on considère le moustique, par exemple, c'est un animal qui existe toujours. Donc, fossile ne veut pas dire toujours animal éteint ou organisme éteint. Donc, ces fossiles qu'on a vus peuvent être des animaux, bien des organismes intacts, conservés dans l'ombre ou dans la glace, comme les insectes et le mammouth. Ces fossiles peuvent être seulement des activités biologiques, comme les œufs de dinosaures, les traces de pas, etc., les galeries qui sont creusées par certains insectes. Ça peut être des parties dures, comme les ossements, les coquilles, les bois de plantes ou bien les graines. Ces parties dures se présentent sous deux formes. Soit ils sont minéralisés, soit ils sont sous forme de moulage, qu'on va voir après comment se forme un moulage. Donc, pour connaître le processus de la fossilisation, ça veut dire comment ces fossiles se forment. On va partir d'un exemple qui sont les trilobites. Les trilobites, ce sont des fossiles qui existent dans le Maroc, surtout dans la région sud, près de Zagora. On y trouve beaucoup de spécimens de ce fossile. Donc, le trilobite, bien la trilobite, elle constitue une classe d'arthropodes marins fossiles. Les derniers trilobites ont disparu lors de l'extinction de masse
il y a 250 millions d'années. Auparavant, il y a environ 470 millions d'années, le trilobite, il vit au fond des mers. On a ici le schéma d'un trilobite vivant qui se déplace sur le fond de la mer. Comme tout organisme, il va bientôt mourir et ses parties molles vont se décomposer, laissant seulement une carapace qui va progressivement s'enfuir, c'est-à-dire elle va entrer dans les sédiments comme le sable. Avec la température, la pression, les sédiments qui s'accumulent, lorsque je dis pression et température, vous avez souvent, ou bien vous avez sûrement compris qu'il s'agit ici de phénomène de la diagenèse que vous avez déjà étudié. Ce phénomène permet la transformation de sédiments non cohérents en roches sédimentaires cohérentes. Mais en même temps, la carapace du fossile, du trilobite va se fossiliser. On dit que la fossilisation est ainsi concomitante avec la diagenèse. Ça veut dire que ces deux phénomènes se passent en même temps. Donc la question est la suivante. Si la carapace du trilobite se fossilise au fond des mers, comment les géologues ou bien les paléontologues trouvent-ils ces spécimens qui affleurent à la surface? Ici, dans ce schéma, on voit que notre globe terrestre connaît des mouvements géologiques qui peuvent aboutir au soulèvement des fonds marins. Lorsque le fond marin va se soulever, cette roche va devenir vulnérable. Vous avez déjà étudié que toute roche vulnérable, elle est sujette aux facteurs de l'érosion due à la pluie, le vent, le gel, etc. Donc progressivement, la roche va se décomposer et notre spécimen, ou bien notre fossile, va affleurer à la surface. On peut le cueillir facilement ou bien à partir de recherches, d'investigations par les paléontologues. En ce qui concerne le type de fossilisation, on a déjà parlé que la carapace peut être, ou bien le reste peut être minéralisé, peut être formé sous forme de moulage. Donc dans le premier cas, la carapace va se dissoudre et cette dissolution elle est due à l'eau lorsque son acidité elle est un petit peu plus élevée. Donc ici, on aura disparition des parties molles et aussi dissolution de la carapace. Après dissolution, il y aura remplissage à l'intérieur de cette carapace par les sédiments. À la fin, on aura la formation d'un moule externe et d'un moule interne. Donc, lorsqu'on clive, ça veut dire on sépare, lors de la clivation de la roche, on peut obtenir le moule externe et le moule interne laissé par la carapace dissoute. Donc ici, on a une image réelle d'un spécimen, bien d'un fossile sous forme de moule. Ici, on voit le moule externe. Ici, on voit le moule interne. Le deuxième cas, seules les parties molles vont disparaître, se décomposer. La carapace va persister, mais il y aura une deuxième minéralisation de la carapace sans remplissage. Dans ce cas, la carapace est appelée test. Ici, vous avez une photo réelle d'un trilobite sous forme de test qui est minéralisé. Retenons l'essentiel. La fossilisation est un phénomène exceptionnel. On sait qu'à la mort d'un organisme, les parties organiques, tissus, tout ce qui est mou, va se décomposer par les détritivores, ça veut dire les animaux ou bien les êtres vivants qui décomposent la matière organique, à savoir les champignons, quelques invertébrés, les bactéries, etc. Ils vont les décomposer en matière minérale. Donc tout ce qui est mou va se décomposer en matière minérale. Les parties minérales ou bien les parties solides, à savoir les coquilles, bien les squelettes, subissent aussi une dissolution chimique. Donc si on considère ces informations, rien ne va rester du cadavre. Donc pour ce qu'il y ait fossilisation, il faut que l'organisme soit soustrait de ces facteurs. Retenons l'essentiel. Pour être conservé, c'est-à-dire fossilisé, l'organisme doit mourir et rester dans un milieu pauvre en eau. Pourquoi en eau? Parce que l'eau est un facteur de dissolution. Il doit être aussi conservé dans un milieu pauvre en oxygène, ce qui empêche les facteurs de décomposition de décomposer tout l'organisme. Ces deux conditions, on peut les trouver
si seulement le cadavre s'enfuit rapidement, et le plus souvent, cet enfouissement se fait dans des bassins sédimentaires où il y a un apport rapide de sédiments fins, comme l'argile, les limons et la vase. Plus exceptionnellement, cet enfouissement peut se faire dans la glace ou bien dans l'ombre, parfois dans les cendres volcaniques. Ce sont des particules éjectées par les volcans. Tu vas l'étudier dans l'année prochaine, Inch'Allah. Voyons cette image un petit peu caricature, mais qui résume très bien l'importance de l'enfouissement rapide dans des sédiments fins, dans la conservation, la préservation de l'organisme et la formation d'un fossile. Ici, on voit que l'animal, après sa mort, il a été dévoré par les charognards. Si vous dites charognards, ce sont les animaux qui se nourrissent de cadavres. Donc, en plus des charognards, en plus des facteurs de décomposition, on voit à la fin qu'il n'y aura pas formation de fossiles. Donc, l'enfouissement rapide dans un sédiment fin est essentiel au processus de la fossilisation. Dans cette séquence, on va voir quel est l'intérêt des fossiles. On a déjà posé la question. On va essayer de répondre. Donc, comme vous voyez, les fossiles sont des témoins de l'histoire de la vie. Ce sont des témoins de l'évolution. Il n'y a qu'à travers eux qu'on peut connaître les espèces qui n'existent plus, exemple les ammonites, les dinosaures. Cependant, on peut faire la distinction entre deux catégories de fossiles. On l'a déjà vu, il y a des fossiles dont la durée de vie est limitée. Il s'agit d'êtres vivants éteints, disparus. D'autres ont une durée de vie illimitée. Ce sont des êtres vivants non éteints. Donc, pour la première catégorie de fossiles, on peut les utiliser pour donner un âge relatif aux roches sédimentaires, ce qu'on appelle la datation relative. Pour les fossiles d'organismes qui ont une vie qui est non limitée, on peut les utiliser pour reconstituer un milieu ancien de sédimentation. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des fossiles? D'abord dans la constitution d'un milieu ancien de sédimentation, ensuite dans la datation relative des roches sédimentaires. Donc commençons par la première question. Quel est le rôle des fossiles dans la reconstitution des milieux anciens de sédimentation? Pour ce faire, il faut d'abord connaître les conditions de vie d'un organisme, à savoir la profondeur liée à la lumière, la salinité, ça veut dire la quantité de sel, constante ou variable, l'agitation des eaux, eau agitée, eau calme, ce qu'on appelle l'hydrodynamisme, la température du milieu, l'oxygénation du milieu. Donc, pour connaître ces conditions, la première hypothèse, on part d'un principe qu'on appelle l'actualisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce principe dit que pour les espèces actuelles, ils ont toujours vécu dans les mêmes conditions. Sinon, il y a une autre hypothèse pour les espèces disparues. Donc, entre parenthèses, pour ces espèces, on peut voir les conditions de vie de l'espèce actuelle la plus proche. C'est dans le cas d'espèces qui sont disparues, ou bien qui ont disparu. Deuxième hypothèse, on peut voir l'organisation des individus en étroit rapport avec leur mode de vie, animaux, ailés, ayant des nageoires, des pattes, etc. On peut aussi voir seulement les indications données par la roche sédimentaire, ce qu'on appelle le faciès. D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que ça veut dire faciès. Ça, c'est le cas échéant. Lorsqu'on n'a pas pu trouver d'animaux qui existent et qui sont semblables aux animaux éteints, lorsqu'on n'a pas d'organisation semblable, c'est le cas échéant. On va prendre l'indication donnée par une roche sédimentaire, ce qu'on appelle le faciès. Qu'appelle-t-on par faciès? Donc, vous voyez, le faciès, c'est l'ensemble des caractères lithologiques. La lithologie, ça veut dire la nature de roches sédimentaires. Et paléontologique, la paléontologie, ça veut dire, ça se rapporte aux fossiles. Tout ce qui est fossile, on dit paléontologique. Donc, c'est l'ensemble des caractères lithologiques, nature, et paléontologiques fossiles d'une roche sédimentaire.
dont certains permettent notamment de cerner les conditions dans lesquelles les sédiments qui ont été à l'origine de cette roche se sont déposés. Et c'est ça notre but. On veut voir quelles sont les conditions, on veut savoir les conditions dans lesquelles les sédiments d'une roche se sont déposés. Ici, je te présente plusieurs types de faciès, des exemples de faciès. Le plus courant, c'est le faciès continental. Ici, on a quelques individus qui représentent ou bien qui vivent dans ce faciès. Ce sont la plupart de plantes, la plupart de gastéropodes, les spores. Les spores, ce sont on peut dire de petites graines microscopiques qui sont utilisées dans la reproduction sexuée des plantes qui n'ont pas de fleurs. Tu vas le voir dans l'année prochaine. Donc, il y a le faciès continental. Il y a plusieurs spécimens, organismes qui représentent ce faciès. Il y a le faciès lacustre et marécageux. Lacustre, ça vient du mot lac. Cependant, ce faciès, il fait appel aux eaux douces. La plupart, il s'agit d'eau douce. Ici, on a quelques individus qui représentent ce milieu, ce faciès. Ce sont des gastéropodes. On peut trouver même des algues, limnées aussi, gastéropodes. Il y a le faciès marin. Donc, marin, ça vient du mot mer. Donc, le faciès marin, tu connais sûrement l'oursin de mer. Le pecten, tu dois le reconnaître. On trouve des spécimens, des individus semblables sur la plage. Et il y a aussi les coraux. On va y revenir. Il y a le faciès lagunaire, ça vient du mot lagune. Tu as déjà étudié la lagune. C'est un milieu de sédimentation, surtout des composés chimiques, lorsque tu as étudié la sédimentation. Donc, retenons l'essentiel. Pour un bon fossile de faciès, qu'on appelle aussi indicateur des milieux, il doit y avoir des exigences écologiques strictes permettant de reconstituer le milieu paléontologique de l'époque où il vivait. Donc, pour simplifier tout ça, un beau fossile de faciès doit avoir une répartition géographique restreinte, ça veut dire limitée. On ne peut pas le trouver dans plusieurs milieux dans le monde. Deuxièmement, un beau fossile de faciès doit obéir au principe de l'actualisme. Il s'agit d'espèces non éteintes, donc on va retenir, il doit avoir une longue durée de vie. Finalement, il doit avoir une faible vitesse d'évolution. Donc, tous ces critères réunis, ça va donner un bon fossile de faciès qui va nous renseigner sur le milieu de sédimentation ancien des roches sédimentaires. Pour illustrer tout ça, on va prendre un petit exemple. Donc, pour la première image, il nous montre des animaux très bien connus. Ce sont les coraux. Ce sont des organismes marins qui vivent fixés, qui existent toujours, mais qui sont dans des mers exigeantes, des conditions exigeantes, par exemple, peu profondes, claires, oxygénées et chaudes. Donc, si une roche sédimentaire contient les coraux fossiles, ça veut dire que cette roche s'est déposée dans le même milieu, une mer peu profonde, claire, oxygénée et chaude. Je vous remercie et à la prochaine séance.